voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Alors, oui, je sais ce que vous dites, il n'y est pas là. Steven Moreau, où est-il? Eh bien, Steven Moreau est absent. Il n'a aujourd'hui pas pu être présent. Alors, je le remplace exceptionnellement. Je m'appelle Clément et c'est moi d'habitude qui réalise l'émission. Et Steven est absent pour cette semaine. Il sera de retour dès la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. On lui passe d'ailleurs un très grand bonjour. Ça ne change rien au contenu de l'émission. On va tout de suite partir eh bien, pour le sommaire, justement. On va parler bien sûr de cette journée qui s'est tenue, cette deuxième journée de D1 Futsal. On va débriefer avec notre invité. On va parler des temps forts du week-end, notamment du joueur du week-end. On reverra les top 3 des buts et les moments clés du match top. On verra également une interview avec notre invité aujourd'hui qui va pouvoir nous parler à la fois de la D1 Futsal et en même temps de l'Euro U19 que vous avez pu suivre sur Futsal Zone. Et bien entendu, on parlera bien de la prochaine journée qui va arriver. Ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera après. On va tout de suite accueillir notre invité et eh bien, il est là, il va arriver d'ici quelques instants. C'est Thibaut Garros, le gardien du JS Toulouse. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va? Ça va, nickel, nickel. Bien rentré, l'Euro vient de se terminer, tout va bien, bien rentré? Ouais, nickel. On est rentré là jeudi et on a repris les entraînements et tout va bien. Tout va bien. Bon, parfait. Écoute, on va sans plus tarder partir pour bien le débrief de cette deuxième journée qui s'est tenue ce week-end. Je te propose qu'on voit déjà dans un premier temps les résultats de cette deuxième journée. Alors, le premier match qui opposait le Paris Akasa face au Kremlin-Bicêtre, 4 partout, match nul entre ces deux équipes. Le Sporting, le champion, qui a réagi après une défaite en première journée face à Béthune. Victoire 8-3 face eh bien, au Toulon Elite Futsal. Victoire de Kingersheim sur le fil face à Marcouville, 5-4. Vous avez malheureusement perdu ce week-end, Thibaut, 6-1 face à Laval. On en reparlera, l'équipe de Laval qui, après son grand mercato, est bien entendu probablement l'une des équipes favorites pour cette année. Et la victoire imposante de Nantes face au Béthune Futsal, 10-0. Qu'est-ce que tu retiens un peu déjà de cette deuxième journée, Thibaut? Je retiens que bon, pour nous, ça démarre mal, mais bon, on a eu 2 matchs compliqués. On va se relancer. Dans 2 semaines, là, on joue le KB. On espère notre première victoire. Sinon, après, Nantes a fait un gros coup là contre Béthune, qui avait battu le Sporting la première journée. Donc, surprise, c'est un gros score. Après, le Sporting, Toulon, c'était un beau match. Toulon, j'ai vu qu'ils ont lâché sur powerplay à la fin, mais non, sinon après les résultats, j'ai vu Kingersheim qui gagne contre Marcouville, le but qui a fait une belle remontée, et Akasa qui prend un but à la fin contre le KB. Non, c'était une deuxième journée très, très intéressante, très riche en buts surtout, et voilà. Ça, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de buts, justement. On va revoir les moments très importants d'un match où il y a eu beaucoup de buts. C'est celui opposant le Sporting Paris face à Toulon. Et on revient juste après. Cet exploit, attention Boulaïba, le décalage, Sid Belhadj et l'ouverture du score. Presséo, récupérer le ballon. Voilà, Belhadj, c'est bien joué justement. Et Landry N'Gala qui fête son retour ici à la Carpentier par un but. Perdu aussi en intensité, c'est logique après un gros début de match. Landry N'Gala en 1 contre 1, la passe cachée vers Ndoukuta, le 3e but. Qui va relancer encore une fois avec William dos au jeu. Oh, ça c'est bien joué. William en 2 temps. Superbe. De nouveau. Oh, et Landry N'Gala, ça fait 4-1. Attention William. Onito, William, c'est bien joué. Et William, juste après, qui vient marquer le 2e but. Il va se positionner au 2e poteau. Fejao. Nito. La tentative, la frappe de Nito. Et ça fait 4-3. Alvaro Messa, attention, Sid Belhadj qui a récupéré le ballon. Et Sid Belhadj. Des frétasses avec Saadawi en 1 contre 1. Il va attendre la venue de son coéquipier. Boulaïba. Oh, Saadawi, superbe.
Oh, et la belle sortie de Kéroumi en 2 temps. Ayoub Sadawi. Pour maintenant, le premier but de Lyon cette saison. Allez, l'interception de Boulaïba. Ouais, cette fois, elle y est. Pour trouver William. Encore Lyon cette fois. Ah, toujours pas Fejao. Par contre, il y a un contre à jouer, il n'y a plus que 8 secondes. Ayoub Sadawi. Oh, superbe. Ayoub Sadawi. Du pied droit. Ouais, la victoire du Sporting Paris, Thibaut, c'est... J'ai envie de dire... oh, le mot renaissance est beaucoup trop fort, mais en tout cas, ils se sont bien repris, les Parisiens. Ils avaient perdu en première journée face à Béthune. Justement, comment expliquer pour toi la défaite en première journée et justement, là, ce score quand même face à Toulon. Toulon qui est une des quand même grosses équipes de ce championnat. Ils se sont imposés assez nettement face à Toulon. Comment on pourrait expliquer ces deux visages entre la première et la deuxième journée et cette justement reprise directement pour revenir vraiment fort en deuxième journée? Je pense que première journée, ils se sont fait surprendre par une équipe de Béthune qui a eu la dalle et qui les a... J'ai pas vu le match, mais je pense qu'il a fait le job et ils ont voulu montrer que c'était le Sporting et qu'ils prétendent au titre. Donc ils ont montré qui ils étaient contre Toulon, qui est une très belle équipe aussi. Donc belle réaction de leur part et voilà. C'est vrai qu'ils se sont très très bien repris les Parisiens. Justement, on va écouter la réaction notamment de Landry N'Gala après le match et d'un ancien de tes coéquipiers, Thibaut, Rami Barak, qui ont réagi après la rencontre. Allez, Landry N'Gala au micro de Futsal Zone. Après une première défaite face à Béthune, il était important de réagir ce soir face à votre public. Bonsoir, ouais, c'était important de réagir après une défaite. On sait qu'on est les tenants du titre et on a bien réagi aujourd'hui à la victoire à la maison. Ok. Comment vous êtes-vous préparé tactiquement pour ce match? On a appris nos erreurs par rapport au match précédent. On sait que Toulon c'est une bonne équipe, ils ont de très bons joueurs. Donc on les a appris dans leur jeu et le plus important c'est la victoire. On va écouter Rami Baraké. Merci à lui d'être resté aussi Rami, pour répondre à nos questions. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à votre équipe pour faire un meilleur résultat? Écoutez, aujourd'hui on a rencontré une équipe du Sporting solide. Ils étaient très solides, ils ont su concrétiser leurs actions. Ils ont su profiter de nos erreurs pour marquer leur but. Du coup, à la mi-temps, on était désavantagés de 3 buts. On a dû prendre des risques en seconde mi-temps. Merci à toi. Ouais, la réaction des joueurs des deux équipes justement après la rencontre. On va tout de suite voir les autres matchs de cette deuxième journée avec le premier match qui opposait notamment le Paris-Akaza face au Kremlin Bicêtre. Un match qui... pouvait être sur le papier assez serré entre le Kremlin Bicêtre, le prestigieux Kremlin Bicêtre de retour après son passage en D2 face au Paris-Akaza. Un score de 4 partout. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de ce match, Thibaut? Le Paris-Akaza qui fait match nul face au Kremlin Bicêtre à domicile. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de ce match? Deux équipes qui sur le papier ont des qualités, ont leurs qualités. Et je pense que c'était un match équilibré, un match on ne savait pas qui pouvait gagner des deux. Et un 4-4, c'est le KB arrache le nul à la fin. C'est dommage pour Akaza, mais c'est pas choquant. C'est deux belles équipes. Et voilà. Il y a notamment ce doublé côté Kremlin de Gustavo et d'Eddy Boli. Vous avez joué le Paris-Akaza en première journée avec Ronny Zakei qui est parti. C'était l'un des éléments forts du Paris-Akaza. Mais on sent quand même un Paris-Akaza très solide avec en tout cas un Mamadou Touré qui pour l'instant est excellent. Cette équipe du Paris-Akaza que tu as affrontée en première journée, comment tu la sens un peu, toi qui justement en tant que gardien a fait face notamment à Mamadou Touré qui en première journée avait inscrit un triplé? Alors moi j'étais pas là, j'étais à l'Euro, mais oui j'ai suivi le match et une équipe qui faut pas leur laisser d'occasion parce que dès qu'ils en ont ils marquent et qui court beaucoup, qui dans les efforts, dans les courses est très présente, très très difficile à jouer. Et avec un bon coach, un très bon coach, Marcelo. Mais non, c'est une équipe qui peut faire quelque chose cette année. Et on le sait, ça dure depuis quelques temps. Donc redoutable, une équipe redoutable. Et dans ce scénario du match, on a vu le Kremlin Bicêtre qui menait le Paris-Akaza. Ensuite, le Paris-Akaza est revenu, a même repris l'avantage. Il y avait 4 buts à 3. Finalement, le Kremlin
en toute fin de match, a réussi à revenir à égalité. Comment on fait dans ces cas-là en tant que joueur justement pour se remobiliser quand on gagne un match, quand on se fait remonter, voire même dépasser? Comment on fait pour se remobiliser et pour en toute fin de match finalement venir arracher une victoire ou bien une égalité? Ah, ça, c'est le mental de l'équipe. Le... Ça prouve qu'on est une équipe, qu'on lâche rien. Et après, le coach a dû trouver les mots justes et la tactique juste aussi pour leur permettre d'égaliser. Je crois qu'ils égalisent sur powerplay. Donc ça a porté ses fruits, c'est qui tout double. Là, ils ont marqué et félicitations à eux. On va justement voir désormais le deuxième match de cette... Enfin, c'était le troisième match, mais l'autre match important, on va voir justement l'autre match important qui opposait le FC Kingersheim face à Marcouville. Une affiche qui promettait deux équipes quasiment de presque niveau similaire entre Kingersheim qui l'année dernière a terminé 9e, Marcouville qui est sur sa 6e montée consécutive en 6 ans face à Kingersheim. Il y avait match nul et Kingersheim qui est revenu en toute fin de match grâce notamment à un triplé d'Inzakone. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur justement Inzakone qui pour l'instant fait un excellent début de saison, qui a notamment marqué 3 buts ce week-end? Inza, c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Hein. On l'a vu déjà l'année dernière, quand il arrive à Kingersheim. Contre nous, il nous a mis des buts. C'est un joueur performant, un grand gabarit qui garde bien la balle, qui sait éliminer. Et ouais, je suis content qu'il fasse un bon début de saison et qu'il soit le meilleur joueur. C'est mérité. Ouais, ça a été clairement l'homme du match, peut-être que ça sera l'homme du week-end. On verra ça d'ici quelques minutes face à une équipe de Marcouville qui a forcément énormément d'ambition. Eux qui arrivent bien sûr leur 6e montée en 6 ans. On avait reçu justement le président lors d'une émission qui nous disait que lui forcément il n'était pas vraiment surpris de cette montée parce qu'il y croyait depuis le début. Et cette équipe de Marcouville, est-ce que c'est aussi ce genre d'équipe, Thibaut, qui sur le papier vient de monter, donc n'est pas forcément l'équipe la plus favorite, mais qui finalement est une équipe qui en veut énormément? Est-ce que ça peut surprendre des équipes comme ça dans des matchs de futsal? Ah oui, clairement, c'est des équipes ambitieuses. C'est les équipes redoutées qui ont le rôle d'outsider. Elles savent qu'elles n'ont rien à perdre. Enfin, elles n'ont pas rien à perdre, mais par rapport à des équipes de haut de tableau qui vont jouer le championnat, qui peuvent surprendre. Et voilà, qu'ils accrochent Kingersheim. Ce match-là, je pense, pour les deux équipes, c'était important pour se lancer et pour la confiance dans la saison. Mais ouais, Marcouville, une très bonne équipe qui va poser des problèmes, je pense, cette saison. Ouais, ils ont perdu au dernier moment les joueurs de Marcouville. On va passer sur le prochain match, votre match. Alors, tu n'étais pas dans le groupe ce week-end forcément puisque tu revenais de l'Euro. Match compliqué, défaite 6-1 face à l'Étoile Lavalloise. On sait que l'Étoile Lavalloise a une équipe très très compétitive cette saison, dû à un recrutement de joueurs de talent comme Abdesamad Mohamed, comme Souheil Mouhoudine. Alors, tu n'as pas joué le match, mais qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce match? Quel retour tu as eu de tes coéquipiers? Comment s'est déroulé un peu ce match? Ce match-là, pour nous, a été compliqué. Bon, on savait que c'était une équipe... c'est l'une des favorites du championnat. Ils ont des joueurs de fou. Sur le terrain, tactiquement, techniquement, c'est très très fort. On savait, on voulait faire un gros match, montrer qu'on était présent. On prend un but d'entrée de jeu. Et après, chaque occasion franche, ils ont marqué quasiment de suite. Il leur faut pas beaucoup de ballons pour marquer. Et après, ils ont géré le match. Ils nous ont fait sortir du match. Et à la fin, on était moins dedans. Ils ont joué leur jeu, ils ont gagné. Voilà. Est-ce que tu sens déjà que cette équipe, comme tu le dis, peut être l'une des favorites pour cette saison? Quels sont selon toi justement les points forts de l'Étoile Lavalloise? Pour moi, les points forts, c'est l'expérience des joueurs. Ils ont 4 joueurs qui ont fait la Ligue des Champions, qui étaient à Access, qui ont appris aux côtés de Velasco, qui était un très grand coach. Et je pense que ça se voit de suite dans les intensités, dans les déplacements.
ils se comprennent sur le terrain. C'est beau de les voir jouer, mais quand tu joues contre eux, c'est de suite plus compliqué. Après, c'est vrai que Laval sont un groupe restreint. Ils ne sont pas énormément à jouer. Je crois qu'ils tournent à 6 joueurs qui jouent beaucoup. Après, donc c'est sur ça qu'il fallait appuyer, sur le fait de les fatiguer. Mais après, quand ils savent faire le job même à 6. Donc après, c'est comme ça, c'est le jeu et ils l'ont bien fait. Ouais, cette équipe de Laval qui s'est imposée. Deuxième victoire consécutive après la victoire en première journée face à Mouveau. On va tout de suite voir justement le dernier match qui opposait le Nantes Métropole Futsal face au club de Béthune. Un match clairement où pour le coup il n'y a pas eu match puisque c'est le Nantes Métropole Futsal qui s'est imposé 10 buts à 0. Sur le papier, Thibaut, c'est vrai que c'est une affiche où, certes, Nantes paraît favori, mais Béthune est une équipe qui, notamment quand elle joue à domicile, peut être très 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 dangereuse. Ils ont battu le Sporting. Comment, dans le futsal en général, on peut expliquer des défaites si grandes? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a des journées où on n'arrive pas à se trouver, ou alors mentalement le début de match se passe mal et ensuite c'est compliqué de revenir? Comment on peut expliquer une défaite telle? Je sais pas, il y a pas mal d'éléments qui font que je pense qu'ils ont gagné le premier match, ça a dû les mettre en confiance peut-être. Je sais pas s'ils ont eu des blessures ou après sinon j'ai pas regardé à combien de minutes ont marqué les premiers buts, mais après quand l'équipe adverse a de la réussite, rentre bien dans le match, des fois les éléments font que ça devient très vite compliqué et là ça a l'air d'être le cas. Puis la réussite, le manque de réussite, peut-être qu'ils n'ont pas fini. Après, il y a beaucoup de paramètres qui font que, mais Nantes, on sait que c'est une très grosse équipe. Là, ils étaient chez eux, leur premier match de la saison, ils ont voulu montrer qu'ils étaient là présents dans cette D1 et Béthune a peut-être été surpris ou je sais pas. Après, c'est pas... Ouais, les dirigeants de Nantes qui justement nous disaient que la préparation avait été mitigé, qui comptait justement sur ces premières journées, notamment les 3 premières journées pour se régler, pour peaufiner les derniers réglages. Pour le coup, c'est chose très bien faite puisqu'ils se sont imposés 10 buts à 0. Béthune qui donc, après sa victoire face au Sporting, perd et s'incline face à Nantes. Pour parler de cette équipe de Béthune, qui est notamment de jouer à Béthune, ils ont réussi à surprendre le Sporting. Comment ça se passe quand on va jouer à Béthune? Parce qu'on sait que c'est aussi très difficile. Toi, tu as forcément déjà joué là-bas. Comment on se sent? J'imagine que ça doit pas être facile parce qu'ils ont un COP déjà très très fort, cette équipe de Béthune. Ouais, c'est vrai que chez eux, ils sont pas faciles à jouer. L'année dernière, ils nous ont surpris. Ils nous ont battus. Là-bas, ouais, il y a l'ambiance. Ils ont un public, un très bon public qui les aide, je pense, qui les pousse. Et dans leur salle, ouais, c'est vrai qu'ils ont quelque chose en plus là-bas et ils sont très durs à jouer. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a donné cette victoire contre le Sporting. Parce que c'est vrai que le public, ça aide, mais après, ils ont aussi les qualités pour faire des gros matchs et taper tout le monde. Donc bon, mais c'est vrai que ouais, le public, ça aide. C'est le score final donc de cette affiche 10 buts à 0 en faveur du Nantes Métropole Futsal. On va voir justement le classement après cette deuxième journée. Pour l'instant, c'est donc Nantes qui est leader devant l'Étoile Lavalloise. Le Paris Acaza est donc en 3e position. Le Sporting est en 4e place. On vous a mis des petits rectangles un peu bleus de couleur pour ceux qui vont jouer les playoffs, parce que cette année c'est le retour des playoffs. Les 4 premiers seront qualifiés. Pour l'instant, vous êtes Thibaut en dernière position. Alors, on le sait, c'est un classement à 11 équipes. Mouveau est par exemple en 10e place, eux qui n'ont pas joué. Vous êtes donc pour l'instant dernier, ça ne veut absolument rien dire. Comment justement on gère un début de saison quand on est seulement à la 2e journée, qu'on est en dernière position? J'imagine que forcément, on n'est pas forcément inquiet parce que c'est le début de saison, mais il faut quand même faire attention. Comment vous essayez de gérer ça justement à l'UJS Toulouse pour ne pas laisser place à la panique? On sait là on est dernier, on n'a fait que 2 matchs. On a joué 2 belles équipes.
rien n'est fait, hein, ça dépend du calendrier aussi, mais ouais, c'est pas le meilleur départ pour nous. Mais rien n'est fait, on sait que quand la machine va se lancer, on peut faire quelque chose cette année. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, c'est pas le meilleur début, mais pour l'instant, on sait qu'il faut qu'on continue à travailler à l'entraînement, qu'on continue à bosser tactiquement et qu'on retranscrit ce qu'on fait à l'entraînement en match. Et je pense qu'on remontera sans souci. Qu'est-ce qui peut justement aider votre équipe à se lancer, comme tu le dis justement? Est-ce que ça peut être par exemple en match un déclic, un superbe but qui met tout le monde en confiance? Qu'est-ce que ça peut être ce genre de petit déclic? Bah, je pense que ce sera le match. Ce sera un match, j'espère contre le KB, c'est le prochain match, mais un match abouti, plein, où on se retrouve, on joue notre jeu et avec une victoire à la clé. Et je pense que ça suffira pour avoir un élan dans ce championnat. On va justement maintenant voir le classement des buteurs après cette deuxième journée. Tu parlais d'Inza Koné comme l'un des hommes de cette journée. En tout cas, c'est lui pour l'instant qui est en tête de ce classement des buteurs. 5 réalisations. Abdessamad Mohamed, le joueur de l'Étoile Lavalloise, est juste derrière. Mamadou Touré, qui donc, on le disait, réalise également un bon début de saison, est en 3e position. On retrouve d'autres joueurs de l'Étoile Lavalloise, notamment Souel Moudine ou encore Bilal Bakali. Un joueur du Kremlin, Bicêtre Jesus Topico, et 2 joueurs notamment du Nantes Métropole Futsal, Renatinho et Mohamed Lakja. Il y a également Reda Bella qui est là. Dans ce classement, il est en 8e position. Toi Thibaut, est-ce que c'est une question que Steven pose assez souvent, et j'avoue que je lui prends cette question parce que je la trouve très pertinente. Est-ce que tu as un des joueurs du championnat français justement qui t'impressionne, ou en tout cas quand tu sais que tu vas jouer contre son équipe, tu te dis il va y avoir ce joueur en face, et ce joueur-là, j'aime pas trop jouer contre lui parce qu'il est très très efficace? Non, bah après tu peux pas trop te dire ça, t'as pas trop le droit quand t'es gardien de te dire ça, mais oui, après dans chaque équipe il y a des joueurs qu'on redoute, on sait qu'ils sont très dangereux, c'est leur point fort, leur joueur star, on va dire. Donc oui, on se méfie plus, mais en soi, d'avoir peur, non, tu peux pas dire ça, sinon ça influe sur ton match. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des joueurs dans toutes les équipes qui posent plus de problèmes, mais Tu peux voilà, pas te dire, tu peux pas te dire, non, impossible. non, sinon c'est foutu, tu joues pas. Et sinon, forcément, on peut pas débuter un match en pleine confiance. Voilà pour un peu le classement des buteurs. Classement des buteurs quand même qui, par rapport forcément à l'année dernière, est très différent. On n'est qu'à la 2e journée, mais avec quand même, j'allais dire, quelques surprises en tout cas par rapport à l'année dernière. Inza Koné qui pour l'instant fait un bon début de saison, et Mamadou Touré également du Paris à Casa. Je pense notamment à Mamadou Touré qui a connu l'équipe de France l'année dernière. L'équipe de France, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles Mamadou Touré pour l'instant réalise un bon début de saison, parce que j'imagine Thibaut que lorsqu'on est appelé en équipe de France, ça donne aussi beaucoup de confiance. Alors oui, ça donne beaucoup de confiance, mais quand tu es appelé, c'est qu'en club quand même tu fais le taf. Et ouais, Mamadou Touré, c'est un excellent joueur depuis pas mal d'années déjà, on le sait. Et ouais, là, il fait le job, il montre qu'il est là, qu'il est présent, il est dans les listes, donc c'est cool, moi je suis content pour lui. On va désormais voir les temps forts de ce week-end. On va avoir le top 3 des buts justement, et on se retrouve juste après. Ouais, Dembélé qui a pris le meilleur sur la défense. Attention par contre à ne pas perdre le ballon. Asdin Aïgoun en retrait, c'est bien joué. Gustavo qui arrive de très loin, la frappe vers Bessa, et de nouveau Gustavo. Oh, quel but de Gustavo, le joueur brésilien qui est venu nettoyer la lucarne de Samir Aboudou. Allez, la touche, beaucoup de mouvements et tout de suite le pressing, et c'est parti côté Lavallois. Il y a le Bakali, le ballon piqué et le deuxième but. Gros pressing et le 1 contre 1 géré de main 2 mètres, de pied 2 mètres plutôt devrait-on dire, avec cette balle piquée. Des Freitas avec Saadawi en 1 contre 1. Il va attendre la venue de son coéquipier Boulaïba. Oh, Saadawi superbe. Oh, et la belle sortie de Kéroumi en 2 temps. Ayoub Saadawi qui vient également débloquer son compteur
l'international français, auteur d'une grosse saison l'année dernière et qui vient donc marquer ce 6e but. Mais quel délice encore de passe de Boulaïba. Le fameux Vamos d'Ayoub Sadawi, celui-là à mon avis il va valider la victoire parisienne. Alors on va revoir, regardez la passe de Boulaïba, superbe. Et là, ouais, le top 3 des buts du week-end. Donc on a eu également des très très beaux buts ce week-end. On a été bien régalé. On va justement voir celui qui a été élu joueur du week-end. Tu nous as un peu devancé, Thibaut, tu as été un peu devin parce qu'on a élu Inza Koné comme joueur du week-end. Lui qui fait un très très bon début de saison, qui a encore marqué un triplé ce week-end, qui est donc pour l'instant le meilleur buteur de cette D1 de futsal. J'ai le sentiment que s'il continue sur cette lancée, il peut être l'une des potentielles révélations de cette saison. Alors, quelles sont un peu ces qualités, toi, que tu analyses justement, Thibaut, en tant que gardien? Quelles sont ces qualités qui font que c'est un joueur très efficace pour Kingersheim? Moi, je sais que il garde bien la balle. Quand il est dos au jeu, il est très dangereux. Il sait se retourner, il sait faire trouver des passes. Puis devant le but, souvent, il rate pas. C'est ça aussi qui fait une de ses forces. Et on le voit, là, il est meilleur buteur du championnat. Et c'est pas pour rien, je pense. Donc, ouais. C'est un peu ça. Ouais, joueur très efficace. Inza Koné qui est donc élu joueur de cette deuxième journée. Voilà pour un peu la partie de D1 Futsal. On va dans quelques instants passer à ton interview, bien sûr, Thibaut. Mais avant ça, on va parler bien sûr de cette Euro U19 qui s'est terminée, qui se tenait à Rennes en Espagne. L'équipe de France y était, vous avez joué. On va faire un point bien sûr sur ça car ça a été la grosse actualité de la semaine dernière. On voit d'abord le classement de votre groupe. Thibaut, vous étiez avec le Portugal, la Pologne et l'Italie. Vous terminez malheureusement en dernière place. À titre déjà personnel, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Jouer un Euro, c'est toujours quelque chose. Il y a le public, la télévision, c'est un événement quand même professionnel. Qu'est-ce que tu retiens toi déjà de cet événement? L'Euro, c'est indescriptible. Quand tu arrives là-bas, tu as tout l'univers, tu as la salle, une salle de foot, des caméras, tu goûtes au monde professionnel. Tu as l'UEFA qui est là, il y a plein de choses. En fait, tu te dis, quand tu arrives là-bas, tu te dis, ah ouais, je fais du futsal j'ai toujours rêvé. Et là, j'y suis. C'est un rêve de gosse, quoi. Donc, en même temps, tu t'en rends pas trop compte. Tu vis le truc à fond. Moi, je sais que je l'ai vécu à fond. J'ai pris du plaisir. C'est une super expérience. Après, bien sûr, finir 4e, c'est toujours, ça passe pas, mais c'est des expériences de prise, des expériences. On va On justement aurait aimé faire mieux. Ouais, j'imagine forcément que vous espériez faire mieux. On va voir justement les résultats de cette Euro U19. Vous disputiez 3 matchs. Le premier match 3-0 contre l'Italie. Le deuxième match, vous êtes incliné 2-1 contre le Portugal et 3-2 contre la Pologne. On va revenir un petit peu un par un sur ces matchs. Déjà avec le premier match face à l'Italie, où vous vous êtes fait un petit peu surprendre sur ce match-là. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés avec des intentions, une intensité qu'on a rarement vue et qui nous ont surpris. Nous, on a été un peu suffisant, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un peu ça l'idée. On n'a pas impacté le match comme on aurait aimé. Et eux, dans les attitudes, le pressing, tout, ils nous ont mangé. Et ils gagnent 3-0. Donc c'est dur pour entrer en compétition parce que on savait que c'était un match qu'on devait gagner pour se mettre en confiance et pour avoir une chance de jouer les demi. Et ouais, quand tu perds 3-0, ça fait mal à la tête. Mais bon, sur le fond du match, je pense qu'ils ont quand même plus mérité que nous. On n'a pas fait un très bon match, on le sait. Et voilà, un peu déçu. Deuxième match contre le Portugal. Deuxième match. Mais entre-temps, quels ont été un peu les mots du coach justement après ce premier match? Comment le staff a essayé de vous remobiliser justement pour arriver sur ce deuxième match contre le Portugal qui, sur le papier, s'avérait être
plus difficile que le premier match. Comment vous avez essayé, vous aussi, le groupe, de vous remobiliser? Euh, Quand tu es dans le, je sais pas comment te dire, mais avec le staff a essayé de trouver des. Enfin, contre l'Italie aussi, on avait des vidéos, des solutions. Après, on a vu ce qu'on n'a pas réussi à faire contre l'Italie, qu'on a mal fait, qu'il fallait faire contre le Portugal. Le Portugal, on savait qu'il fallait insister sur plus de points, qu'ils étaient moins assidus au pressing. Il y avait des trucs à trouver, à travailler. Et après, c'est nous aussi, on savait on s'est grillé une cartouche, un joker contre l'Italie. On savait que le Portugal, il fallait faire quelque chose. Que ce soit match nul, victoire, fallait qu'on essaie de faire le meilleur match possible pour gratter ce qu'on pouvait. Et qu'après, rien n'était fini parce que un match nul ou une victoire, ça pouvait nous amener, si on gagnait la Pologne, à monter. Et du coup, ouais, on est parti comme ça au match. Et on fait un bon match, franchement, on trouve notre visage. L'équipe fait un très gros match. Après, oui, je fais une erreur sur le deuxième but. Sur le deuxième but où je décide de sortir, d'apporter un surnom numérique. On ne se comprend pas avec les deux autres. Je perds le ballon, je suis plus dans les cages. Et il marque, il tue le match. Enfin, il tue pas le match parce qu'il reste une mi-temps, mais il gagne 2-1. On n'arrive pas à marquer derrière. Et donc, ça coûte la victoire. Donc, c'est toujours frustrant. C'est quand tu sais que le match est perdu sur une erreur de ta faute. Mais après, je pense que l'équipe a fait ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle pouvait. On a fait un très bon match contre le Portugal. Tout le monde a très bien joué. Et ouais, on était quand même fiers du match qu'on a proposé. Après, ouais, c'est vrai qu'à titre personnel, j'aurais aimé ne pas prendre ce but et au moins ramener le match nul. Ouais, c'est un match, comme tu dis, où forcément il y a beaucoup de frustration et il y a cette prise de risque que toi tu décides de prendre. Si elle va au bout, on aurait dit mais quelle incroyable initiative et c'est formidable. Malheureusement, ça n'a pas été au bout, mais vous avez justement montré un autre visage. Après ces deux matchs au visage très différent, comment vous avez abordé le match de la Pologne? Parce que vous avez montré un premier match face à l'Italie où, comme tu l'as dit, vous vous êtes fait surprendre. Le deuxième match face au Portugal avec un meilleur visage. Certes, vous perdez, mais il y a quand même une réaction, en tout cas sur le terrain. Troisième match, vous savez que ça va être compliqué, que c'est pas impossible, mais que ça va être compliqué. Comment vous l'abordez face à la Pologne? Troisième match face à la Pologne. On sait que la Pologne a perdu contre le Portugal, mais on sait qu'ils se sont bien rachetés contre l'Italie. L'Italie qui nous a mis 3-0, je crois qu'ils les battent 4-1. Donc ouais, ils font un gros coup, ça les remet dans la compétition. Donc on sait qu'on les avait déjà joués, on les connaissait, on savait que ça allait être un match compliqué, parce que c'est une équipe très au niveau mental et physique qui est très présente, qui est très, très forte à ce niveau-là. Et on sait qu'il faut qu'on mette plus 4 buts, que le Portugal gagne derrière. Et on marque d'entrée, ça se passe bien. Après, on essaie de dérouler, on marque pas. Et en fait, je crois qu'à la fin de première mi-temps, on prend un rouge sur une faute d'Amine qui nous fait un peu sortir du match parce qu'en fait, bon, à la caméra, quand on a revu les images, il y avait clairement faute. Mais en fait, sur le moment, le Polonais frappe, le ballon sort en 6 mètres, et je vais pour relancer. L'arbitre, il entend l'oreillette. Le jeu reprenait, il arrête le jeu, il lui met deuxième jaune. Donc sur le terrain, en fait, on comprend pas. C'était un peu l'incompréhension. Deuxième jaune rouge, donc Amine sort. On était à 3 fautes, on se retrouve à 5 fautes, on ne sait pas comment. Du coup, ouais, un peu d'énervement, de frustration. Tout le monde, on sort du match à ce moment-là. Et on fait une faute dans la foulée. Du coup, on prend un but sur le rouge. On prend une faute sur une sixième faute, 10 mètres. On prend 10 mètres. 2-1 à la mi-temps. On revient à 2-2 après la mi-temps. Et je crois qu'à 2 minutes de la fin, on prend un deuxième rouge, pareil. Je crois que c'est Oumani qui se replace et je sais pas s'il y a faute ou pas, mais il y a un joueur qui tombe et l'arbitre arrête le jeu, deuxième jaune rouge. Donc ça faisait un peu beaucoup, surtout que sur le match, bon, il y a eu des décisions qui ont été prises. Après, c'est l'arbitrage, c'est comme ça, mais frustrant sur le terrain, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et c'était un peu un sketch ce match-là. Mais du coup, on prend un but sur le 4 contre 3 et il reste que 30 secondes. Le powerplay, on marque pas en powerplay. On aurait aimé
au moins une victoire sur ce dernier match pour ramener des points et pas finir dernier. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Je vais te poser une question pour conclure justement cette partie de l'Euro. Alors, je sais que ça va pas être facile parce que c'est tout frais et que tu es peut-être encore énormément frustré, j'imagine. Mais si tu devais garder un point positif de cet Euro et un point qui eh bien, est à corriger, lesquels ce serait au niveau justement de ce que vous avez proposé? Une chose qui a été très bonne que vous devez garder et une chose où là, enfin, vous avez fait une erreur et vous auriez dû peut-être faire autrement et vous allez pouvoir apprendre pour le futur. Une chose très bonne qu'on a faite, la réaction qu'on a eue contre le Portugal et la Pologne, parce que on aurait pu, même si on fait 3 défaites, on aurait pu sombrer, carrément sombrer. Et quand on regarde les résultats et les matchs, on fait 2 matchs quand même déjà beaucoup mieux que celui de l'Italie. Donc la réaction a été positive. Après, ce qu'il faudrait changer, je pense, c'est un peu le mental, jamais lâcher. Quand on voit qu'on prend un but contre l'Italie, puis 2, on se dit que c'est fini sur le terrain. En fait, tu revois les images et on avait l'occasion de le faire. Si on marque les buts, manque de finition aussi, ça aurait été mieux de marquer plus de buts. On n'a pas été assez tueur devant le but. On frappe, mais pas assez précis. Et donc, ouais, c'est un peu les points qui auraient été bien d'être améliorés, mais après, c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'était pour, bien entendu, cette partie sur l'Euro U19. Vous nous avez quand même fait vibrer, en tout cas, derrière l'écran, à la fois dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et ça a été un grand plaisir pour tout le monde de suivre cet Euro. On va passer maintenant à la partie de l'interview. Thibaut, je vais te poser quelques questions pour, bien sûr, permettre aux gens qui ne te connaissent pas de te découvrir. C'est la question que Steven pose à chaque fois. Elle est assez basique, mais c'est vrai qu'elle permet de déjà planter un peu le décor. Toi, comment tu as découvert le futsal? Est-ce que tu as commencé d'abord par le foot à 11 ou tu es arrivé directement au futsal? Comment t'en es arrivé là? Alors moi, je me suis retrouvé là un peu par hasard. Pas par hasard, mais bon. J'étais au TFC en foot à 11, donc club de Ligue 1, et jusqu'à mes U15. Et en fait, après U15, je savais que ça allait être compliqué pour moi de passer l'étape supérieure, le centre de formation. Du coup, je cherchais un peu une autre alternative et il y a eu les tests au Pôle France de futsal à Clairefontaine qui ont eu lieu et en fait, on m'a contacté pour les faire par le biais de David Merlet. Donc, je me suis retrouvé là un peu par hasard à faire mon sac, à partir à Clairefontaine, faire du futsal. Je savais vaguement ce que j'en avais déjà fait un peu, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. J'ai acheté 2-3 trucs à Decathlon, je suis allé faire le stage à Clairefontaine. Et en fait, arrivé là-bas, bah, j'ai kiffé, et j'ai vraiment adoré c'était un peu ce que je recherchais. Euh, des ballons où c'était beaucoup de réflexes, des ballons à bout portant, et j'ai fait un bon stage. J'ai été pris dans la liste pour intégrer le Pôle France de futsal. Et donc là, c'est compliqué quand tu as 15 ans, tu passes au lycée, tu sais pas si tu as fait que du foot à 11, tu découvres un sport et on te propose le Pôle France de futsal avec le suivi des études, tu sais que tu es suivi jusqu'au bac, des entraînements, tu as le statut sportif de haut niveau, des entraînements où tu as 10 entraînements par semaine, 8-10, ça dépendait. Et franchement, je me suis lancé parce que j'avais vraiment adoré. Et voilà, je suis arrivé au futsal, je suis fait le Pôle France futsal. J'ai signé au TMFC. Je crois que j'avais 15 ans à l'époque. Parce qu'on devait avoir un club de futsal du coup, en complément du pôle pour les week-ends. Et du coup, voilà, j'ai commencé le futsal. Et petit à petit, voilà. Comment t'en arrives justement à passer de je commence le futsal à arriver en D1? Ça fait maintenant plusieurs années que tu es en D1 futsal. T'es jeune, tu as 19 ans si je me trompe pas. Ouais. Comment t'en arrives justement à signer à l'UJS Toulouse et à intégrer la D1 de futsal? Je pense que ça s'est fait petit à petit. Quand j'ai signé au TMFC, je crois que c'est l'année où on descendait en D2. Donc ouais, je connaissais pas trop.
je connaissais rien au futsal. J'étais trop jeune pour pouvoir jouer parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas jouer si on n'avait pas plus de, je crois, si on n'avait pas 16 ans. Donc ouais, la première année, j'ai regardé les matchs, je m'entraînais avec la D1. Le coach m'a fait confiance pour m'entraîner. Après, il m'a fait jouer, c'est normal, je ne pouvais pas. Mais j'ai vu, j'ai appris, j'ai eu des tuteurs, on va dire. J'ai eu Kaike Félix, qui était gardien du TMFC à l'époque, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris. Et après, petit à petit, en fait, je me suis construit avec le Pôle France et de voir la D1, de s'entraîner avec la D1, bah, ça s'est fait un peu tout seul, on va dire. Après, il y a eu la fusion à l'UGS, donc l'année dernière. Et du coup, j'étais au TMFC et je me suis retrouvé du coup dans la fusion, assigné à l'UGS. Et donc là, ouais, on m'a proposé d'être premier gardien donc, de la D1. Donc, tu dis oui de suite, tu réfléchis pas, tu sors du pôle, tu veux, mais tu calcules pas tout. Et en fait, ouais, l'année dernière, ça a été une année un peu compliquée parce que tu arrives avec les grands directs, t'as pas spécialement une grosse expérience. Et les entraînements, c'est pas pareil, les matchs, l'intensité, elle est différente, tout ça. Du coup, ouais, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Mais petit à petit, après, c'est comme ça que tu fais ton expérience. Et ouais, je sais qu'elle m'a servi quand même, elle m'a construit mentalement. Et là, cette année, bah, je sais que j'ai plus d'armes avec moi pour cette saison. Et si j'ai du temps de jeu, si on ne sait pas ce qui peut se passer, mais bah, je serai prêt, je serai là. Et justement, il y a eu cette année du côté de l'UGS Toulouse un recrutement aussi au niveau gardien. Il y a Pavlos Wiegels qui est arrivé, le gardien de la Mannschaft. Comment justement, toi, tu réagis à ce recrutement? Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter mutuellement? Bah, ce recrutement, c'était vu en amont avec le club. L'année dernière, on en avait parlé déjà. Pour que j'ai aussi ce temps d'adaptation que j'ai pas eu l'année dernière. Parce que j'ai été lancé dans le bain. Après, c'est qui tout double quand c'est comme ça. Et l'année dernière, ça a été un peu compliqué. Mais ouais, ça a été fait en totale transparence. Et du coup, franchement, avec plaisir. Je sais que la concurrence, c'est un truc que j'aime bien. Je m'entends très très bien avec lui. C'est un super mec. Et sur le terrain, on se pousse vers le haut. Du coup, c'est cool. Il y a Ricardo aussi qui nous a rejoint cette année. Donc, on est une triplette de gardiens. Et franchement, c'est cool. Je m'entends bien avec eux. Et si ça nous tire vers le haut, bah, enfin, je sais que ça peut nous tirer que vers le haut, la concurrence. Donc, bon, moi, je le prends plus comme ça après. Est-ce que c'est une question aussi qui m'intéresse? Est-ce que tu regardes un petit peu ce que font justement les autres gardiens pour pouvoir te dire, ah, ça peut être intéressant, ce que ce gardien fait, pour justement essayer peut-être de s'en inspirer? Ou est-ce que non, tu restes plutôt focus sur tes performances et ça te suffit, entre guillemets, à savoir dans quoi tu peux progresser? Bah, non, je pense que j'analyse beaucoup. Enfin, beaucoup. Je regarde, je prends un exemple, oui, parce qu'en fait, tu es tout le temps en apprentissage. Des fois, il y a des choses que tu fais et tu vois qu'elle marche pas spécialement et tu regardes quelqu'un d'autre et en fait, quand il le fait, ça marche bien. Donc, ouais, tu te sers de ça. Après, ça dépend de tes qualités. Tu te cherches un peu. Enfin, je sais que moi, je fais beaucoup ça. Je joue mon jeu. Après, dès que je vois des choses qui me disent, ah ouais, bah, ce serait cool de faire cette position plutôt que cette position, ça. Je pense que tu as besoin de ça aussi pour évoluer, sinon tu n'évolues pas. Si tu restes tout le temps dans ton confort et dans ton style de jeu, je pense qu'il faut voir beaucoup de choses et tout le temps apprendre. Donc, ouais, carrément, je regarde et ça peut m'aider. Quels sont un peu les gardiens justement, à la fois s'il y en a au niveau français et en même temps au niveau international? Quels sont les gardiens, toi, justement, dont tu peux t'inspirer, dont tu peux apprendre, qui justement t'inspirent? Moi, ce qui m'inspire, j'aime beaucoup Guita parce que les deux là, c'est des super gardiens et c'est le rapport au jeu au pied quand ils montent et qui crée du surnombre et enfin, c'est dangereux et j'adore. Moi, ce que j'aime aussi dans le futsal, c'est que le gardien il peut monter, il peut marquer des buts, il peut faire des passes intéressantes, trouver des décalages. Il n'est pas cloîtré dans son but. Du coup, c'est ce qui m'a fait un peu prendre goût aussi au futsal. Et ouais, donc eux, c'est vraiment des exemples
je suis et que j'adore. Après, en D1, il y a Lyon qui est un peu aussi ce style de jeu Ouais. qui marque des buts, qui l'année dernière il nous a fait rêver. Mais sinon, j'aime beaucoup aussi Francis. Francis, il fait des très gros matchs et c'est un très très bon gardien que j'aime beaucoup. Et sinon, Joévin aussi en A, je m'entends bien aussi avec lui. J'aime bien aussi son style de jeu. Après c'est vrai que sur leur ligne, c'est des très très bons gardiens. Et c'est plus à ce niveau-là que je me base. Après, au niveau du jeu au pied, c'est vraiment Guita et Guita Oula, c'est vraiment un objectif de finir comme ces gardiens-là parce que c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'ils font. Justement, tu parles de tes objectifs. Quels sont un peu les aspects dans lesquels toi tu dois un peu progresser? Alors, bien entendu, on va peut-être pas tout dire parce que forcément, il peut Ouais. potentiellement y avoir des adversaires qui regardent, mais est-ce qu'il y a quelques aspects où tu sais que tu dois encore progresser? Oui, oui, carrément. Je sais bah, qu'il me manque de l'expérience sur le terrain, ça se voit. Il y a des moments, ça c'est encore vu à l'Euro, tu vois, des petits moments, des petits buts qui sont largement évitables et que je peux me prendre. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup de concentration et d'apprendre de jouer pour t'adapter à toutes ces situations, t'adapter au haut niveau. Et oui, je sais qu'il me manque quand même. Enfin, je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Et, et voilà, après, mes qualités, mes défauts, ça, je ne vais pas dire parce que C'est bien sûr, c'est logique. c'est la D1, après, on verra. Bien sûr, c'est normal, c'est normal. Bien Mais sûr. après, c'est un peu ça, je pense. Ok. Bon. C'est surtout ça. Bon, bah en tout cas, c'était pour l'interview de l'invité. Merci beaucoup Thibaut. On va tout de suite enchaîner sur la dernière partie de cette émission. On va parler de la prochaine journée avec justement le programme qui va s'afficher. La prochaine journée qui sera le 24 septembre. Il n'y aura notamment pas de futsal ce week-end. Vous allez affronter justement, comme tu le disais, le Kremlin-Bicêtre. Vous jouerez justement à 16h15. Vous vous déplacerez là-bas. Il y aura également un match qui sera à suivre, qui sera probablement l'une des affiches les plus importantes. Le Toulon Elite Futsal qui reçoit le Nantes Métropole Futsal. Béthune qui reçoit le Paris Akaza et Mouveau Lille qui reçoit le club de Kingersheim. Ça, ce sera pour le samedi 24 septembre. Et le dimanche 25, Marcouville qui recevra le champion de France en titre, le Sporting Paris. Vous retrouverez l'émission avec Steven Moreau qui sera de retour lundi 26 septembre à 18h sur Futsal Zone. Au niveau de votre affiche, Thibaut, bon, tu l'as dit forcément, l'objectif ça va être de se ressaisir au Kremlin Bicêtre. Comment justement vous allez un peu préparer ce match dans le sens où on sait aussi que jouer au Kremlin-Bicêtre, c'est un peu comme Béthune, c'est pas simple parce qu'il y a aussi une grosse ambiance là-bas. Ouais, c'est vrai, ils ont un gros public. Je sais pas s'ils seront là, mais ouais, quand ils ont la salle remplie, ça leur rajoute un homme en plus, on va dire. Et ouais, ça va être très compliqué. On le sait et je pense qu'on va s'entraîner on a 2 semaines là pour s'entraîner. On va vraiment pas, on va pas du tout sous-estimer cette équipe parce que c'est vraiment une équipe qui peut faire peur et c'est à nous de nous lancer aussi. On sait qu'on a besoin de ces points-là pour la confiance et voilà, on va l'aborder comme ça. On verra comment ça se passe, mais voilà. Et le prochain match, le top match de la prochaine journée, ce sera le Toulon Elite Futsal qui affrontera notamment le Nantes Métropole Futsal avec justement là comme vous le voyez des joueurs très importants comme notamment Nito qui seront présents. Il y aura également William face à Nantes, match qui aura lieu justement au Toulon Elite Futsal. Là j'imagine Thibaut que tu vas surveiller ça du coin de l'œil. C'est une affiche entre deux équipes quand même qui sur le papier ont un niveau quasi similaire. En tout cas, ça promet une belle affiche. C'est sûr que ça va être un beau match. Ouais. L'affiche du week-end, c'est pas pour rien. Et c'est 2 belles équipes qui vont chercher à gagner des points, prendre 3 points. Donc ça va être un beau match, je pense. Ça va être un très beau match que vous pourrez retrouver lors de la prochaine journée. Écoute Thibaut, c'en est quasiment terminé pour cette émission. Un grand merci à toi d'être venu. C'était
un réel plaisir d'échanger avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'ensemble des joueurs de l'UJS Toulouse pour cette saison qui vient de se lancer? Je pense qu'on peut nous souhaiter des victoires, que des victoires, et d'atteindre les playoffs. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Mais ouais, c'est un objectif qu'on s'est fixé et on va tout faire pour y arriver. Bah écoute, merci infiniment Thibaut d'être venu. Merci à toi. Et c'est gentil. Bien, on vous retrouve donc très prochainement. Steven Moreau sera de retour. Et rendez-vous donc d'ici désormais le 26 septembre pour une nouvelle émission. Passez une très très bonne soirée. On se dit à très bientôt sur Futsal Zone. Abonnez-vous bien évidemment aux différents réseaux sociaux. Allez voir les reportages qui sont en ligne sur à la fois la chaîne YouTube et en même temps sur l'application. On se dit à très très vite. Passez une bonne soirée. Ciao ciao. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.